Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents parmi nous pour cette conférence relative à la modération en ligne, la modération des contenus sur les réseaux sociaux, approche, regard croisé France-États-Unis. Alors, je tiens tout d'abord à vous remercier, notamment les Européens parmi vous, de vous être connectés à cet horaire tardif. On est vendredi à 18 heures. On sait que pour beaucoup en France, c'est l'heure de l'apéritif, ou en tout cas de la fin de semaine. Donc, on sait que vous faites un sacrifice et on est très heureux que vous ayez choisi d'être avec nous. Et je vous précise simplement que cette conférence est enregistrée. Donc là, on est en format webinaire, ça ne devrait pas poser de soucis en principe. Vous n'aurez pas vocation à allumer votre caméra, mais voilà, je tenais simplement à vous le préciser. Elle sera mise en ligne dans quelques jours. Je me présente très brièvement, je suis Valérian Dior, je suis professeur de droit international et un peu de droit numérique aussi à l'Université de Bretagne occidentale, et je laisserai le soin à ma collègue Caroline Le Cannereau de se présenter tout à l'heure lorsqu'elle prendra la parole. Alors, cette thématique, la conférence aujourd'hui porte sur la modération des contenus en ligne, sur les réseaux sociaux, et force est de constater malheureusement qu'elle est d'une actualité brûlante. Elle l'est pour deux raisons. Tout d'abord, en raison des transformations qui affectent actuellement les réseaux sociaux. Facebook est en train de se transformer en méta et nous promet un univers virtuel dans lequel nous pourrons, à défaut de rencontrer les gens en vrai, faire nos cours, nos conférences, nos réunions de façon virtuelle, donc le métaverse. Et par ailleurs, nous assistons à l'élaboration d'un projet par Twitter, le projet Blue Sky, grâce auquel Twitter nous promet des cieux dégagés grâce à un processus de décentralisation des contenus et de la modération des contenus en ligne. Voilà, peut-être qu'on aura l'occasion de revenir dessus tout à l'heure. Outre ces transformations, un certain nombre de révélations. Elles sont extrêmement nombreuses au point que on est vraiment au cœur de l'actualité, ça ne s'arrête plus. Des révélations sur le modèle économique des réseaux sociaux de manière générale et plus spécifiquement sur le modèle économique de Facebook grâce aux fameux Facebook Files qui ont été essentiellement égrenés dans les médias par le Wall Street Journal, notamment grâce aux révélations de la lanceuse d'alerte Frances Haugen, qui est une ancienne employée de Facebook qui travaillait au service d'intégrité. Frances Haugen, comme vous le savez sans doute, si vous vous intéressez à ces thématiques, a été auditionnée à de nombreuses reprises au cours des derniers jours. Hier, elle était auditionnée donc, par les sénateurs français. Avant-hier, elle était auditionnée par le Parlement européen et elle était auditionnée par le Congrès américain le 6 octobre. Tout ceci dans la continuité d'autres révélations qui ont pu être faites, par exemple en 2020 par Sophie Zhang. On a tendance à oublier qu'il y a eu d'autres lanceurs d'alerte qui se sont manifestés au sujet de la désinformation, de la manipulation politique des contenus. Alors, que nous apprennent toutes ces révélations et pourquoi est-ce que c'est important pour le sujet d'aujourd'hui? Tout d'abord parce que ces révélations nous rappellent des choses que souvent on savait déjà, les personnes qui s'intéressent aux réseaux sociaux, que les écosystèmes numériques peuvent être toxiques pour les utilisateurs les plus vulnérables. Ils peuvent causer des préjudices, être source de préjudices pour les démocraties. On a pu apprendre qu'il s'agissait essentiellement finalement d'activités lucratives et donc que le profit, la croissance ont vocation à primer sur la sécurité et le bien-être des utilisateurs, mais surtout, nous avons appris qu'il y avait peut-être un phénomène de sous-investissement, peut-être chronique, dans la modération des contenus, notamment la modération des contenus qui ne sont pas publiés en anglais. Par ailleurs, ce que nous avons appris ou rappelé ces révélations, c'est le manque de transparence ou de diligence des plateformes en matière de modération, en matière de lutte contre la désinformation et plus généralement en matière de critères de modération. On a du mal en fait à comprendre quels sont les critères qui sont employés, quelles sont les techniques, les mécanismes technologiques à l'œuvre pour encadrer les contenus. Et ceci avait déjà été rappelé à de nombreuses reprises, notamment à l'occasion des auditions qui ont été menées par les commissions parlementaires aux États-Unis. Il y en a eu de très nombreuses, j'ai la liste. Le 11 avril 2018, Mark Zuckerberg. Le 5 septembre 2018, Jack Dorsey et Sheryl Sandberg, la Chief Operating Officer de Facebook. Le 17 novembre 2020, Jack Dorsey et Mark Zuckerberg. Et enfin, récemment, le 25 mars 2021, donc les dirigeants de Twitter, de Facebook, auxquels s'ajoute Sundar Pichai, le PDG de Google. Et tout ceci après l'assaut du Capitole.
Et donc, concrètement, l'objet de ces auditions, ça a été de mettre les plateformes face à leurs responsabilités en matière de modération. En matière de modération, en raison de différents phénomènes, en raison de différentes problématiques, la polarisation de l'opinion, la radicalisation en ligne, la désinformation en matière sanitaire, notamment dans le cadre de la crise de la Covid-19, le défaut de transparence sur les critères algorithmiques de modération, la propagation de propos complotistes, le bien-être des adolescents, etc., etc. On pourrait enfin ajouter à cela des phénomènes dont on a découvert l'existence au cours des dernières années, notamment ce qu'on appelle les bulles de filtre, les chambres d'écho ou les terriers de lapin, les rabbit holes, qui sont un peu plus spécifiques à YouTube et qui en fait vont avoir tendance à enfermer les utilisateurs dans des sphères hermétiques, finalement, qui vont les amener à renforcer leurs convictions et ne les mettre en lien qu'avec des personnes ou des communautés de personnes qui partagent les mêmes convictions. Et peut-être que, enfin, je retire d'ailleurs mon peut-être, ces phénomènes sont très certainement, ont certainement contribué à ce qu'on appelle aujourd'hui l'assaut du Capitole, hein, dont vous avez été les témoins malheureusement le 6 janvier 2021, et qui a d'ailleurs suscité le bannissement du président Donald Trump de l'ensemble des plateformes à partir des 7 et 8 janvier 2021, de façon permanente ou temporaire. Pour finir, et avant de passer la parole à ma collègue, je voudrais rappeler que la thématique de la modération soulève 3 types de problématiques. Tout d'abord, et ça je pense qu'on en parlera beaucoup avec nos invités, il pose la question des effectifs humains, des personnes qui vont être amenées à modérer les contenus, qu'il s'agisse d'une modération par des employés ou par des sous-traitants, ou de la modération algorithmique. Par ailleurs, la question de la modération soulève la problématique des outils qui sont employés, des moyens, des techniques qui sont utilisés, qu'il s'agisse tout simplement de supprimer les contenus, de poser des étiquettes ou des labels pour montrer qu'un contenu est contesté, d'utiliser des sortes de nudges, des incitations, par exemple, inciter les utilisateurs à ne pas retweeter un contenu tant qu'ils n'ont pas lu l'article, ou alors ce qu'on pourrait qualifier, ce que certains auteurs ont qualifié d'éditorialisation ou de curation des flux d'actualité. Donc en somme, le fait pour les plateformes d'ordonner les contenus de façon chronologique ou en fonction des préférences des utilisateurs. Enfin, dernière catégorie de questions, de problématiques posées, celle des standards qui sont appliqués à la modération. Et ici, je pense, je fais référence à la question de la vérification croisée, ce qu'on appelle en anglais le cross-check. En somme, l'idée selon laquelle les standards appliqués à des individus comme nous ne sont pas les mêmes que ceux qui sont appliqués à des célébrités, à des personnalités politiques. Et donc, évidemment, à l'approche de l'élection présidentielle française, cela soulève un certain nombre de préoccupations, notamment en ce qui concerne la modération des contenus par les candidats, qu'ils soient déclarés ou non. Voilà, donc c'est dans le contexte de toutes ces questions-là et puis de l'adoption probable future de textes, notamment le Digital Services Act, que s'inscrit la conférence à laquelle nous avons invité aujourd'hui. Et Caroline, je te passe le relais. Bien, je te remercie. Et à mon tour, quelques propos liminaires pour remercier nos invités. Les échanges que nous avons eus en amont étaient vraiment très riches et auguraient de toute la pertinence et de l'importance du discours et des échanges pluridisciplinaires sur ces questions-là. Donc, merci infiniment de votre temps et de partager ce soir avec nous, avec nos étudiants, avec nos collègues, votre expertise. Dire à mon tour quelques mots sur les questions. Alors, peut-être me présenter aussi au préalable. Donc, moi, je suis Caroline Lequenrod, je suis maître de conférence à l'Université de Nice et je m'intéresse aussi aux questions qui ont trait au droit du numérique, au droit de l'intelligence artificielle, mais peut-être sous un angle qui se voudrait davantage théorique et qui embarquerait notamment les implications sur le plan de la philosophie du droit. C'est d'ailleurs sur notre double compétence qu'il y a un an, Valère et moi-même avons engagé la discussion à l'issue du bannissement du compte de Donald Trump qui avait suscité des réactions très diverses au sein de la doctrine et qui a encouragé à croiser justement les échanges à ce double niveau, à la fois au niveau du droit positif et de toutes les avancées qui pourraient être mises en œuvre, mais aussi sur le plan plus théorique pour pouvoir
comprendre les soubassements théoriques, philosophiques de ces partis pris des deux côtés de l'Atlantique. Alors, les questions auxquelles nous aimerions répondre aujourd'hui au travers de la discussion pluridisciplinaire qui s'engage sont de trois ordres. Premièrement, on a quand même envie et besoin de revenir à cette relation entre les États et les plateformes pour envisager les modèles de régulation en présence et future dans une hypothèse plus prospective, parce que même si la question n'est pas nouvelle, l'actualité que tu as bien rappelé, Valère, montre à quel point on est loin d'avoir relevé les défis et à quel point on est au début encore dans les balbutiements de ce qui représenterait une régulation effective de la modération en ligne. Deuxième question, quelle est la politique elle-même des plateformes qui est développée dès lors qu'on considère que le modèle actuel est dans une large mesure un modèle d'autorégulation? Et troisièmement, quel est le terrain, la réalité concrète de la modération pour comprendre quels sont les leviers que l'on peut actionner et sur lesquels il faut qu'agisse plutôt le législateur d'un côté, le régulateur de l'autre. Alors, la question de la collaboration entre les États et les plateformes, elle part d'un constat, finalement, c'est qu'aujourd'hui, on assiste à une universalisation de l'espace public qui a tous les atours, pour moi, en tant que juriste publiciste, d'un service public des réseaux sociaux. Si on interroge aujourd'hui la population française et même la population globale au regard des chiffres qui sont avancés du nombre d'utilisateurs de ces plateformes, on s'aperçoit que la plupart d'entre nous, aujourd'hui, humains, sommes détenteurs d'un compte sur un réseau social et qu'il conditionne dans une large mesure nos existences sociales, nos existences en matière éducative, nos existences en matière professionnelle, et donc que cette conditionnalité marque le caractère essentiel et nécessaire du service qui est proposé. En outre, on observe en parallèle une forte concentration de ce marché, qui est la logique même finalement de son fonctionnement, et qui justifie des quasi-monopoles de la part de ces plateformes qui renforcent l'aspect de service public tel qu'on le définit dans notre droit. Donc toute la question qui se pose à partir de là est savoir bien comment ce service public est géré et de quelle manière il se soumet ou non au principe de l'égalité. On voit que face à ce défi global, aujourd'hui, si on s'intéresse aux réponses juridiques, elles sont principalement des réponses locales qui engagent et révèle des différences culturelles très fortes sur les rapports de force qui existent entre la société civile et les États et qui sont a fortiori accentuées dans certains contextes où la dépendance aux réseaux sociaux est d'autant plus forte. Et là, je pense à un exemple en particulier sur lequel on reviendra peut-être au cours de la discussion, c'est des pays comme les Philippines. Rappelons que le prix Nobel de la paix a été accordé à une journaliste des Philippines pour son travail justement en matière de désinformation, qui a dénoncé le pouvoir de Facebook au regard du monopole qu'il dispose sur le marché, puisque 97% des Philippins accèdent à une connexion Internet grâce à la plateforme de Facebook, de manière gratuite. Donc on voit bien qu'ils ont structuré quasi intégralement, le marché de l'information. Ce que l'on voit aussi, c'est l'absence de position claire par rapport à ce qui doit être adopté au sein même des États, puisqu'actuellement, on voit même qu'au sein du Congrès américain, il n'y a pas de consensus sur la position qui doit être adoptée au niveau régulatoire. Donc, des divisions importantes qui conduisent finalement à une très forte régulation de la part des marchés eux-mêmes, un paradigme de marché en la matière. C'est un marché de l'information qui est largement régulé par ces acteurs et qui, on le voit, est un modèle qui aujourd'hui montre ses limites, à la fois au regard des entraves qui sont faites aux démocraties et des atteintes potentielles pour les individus.
Donc, dans la mesure où ces plateformes assurent une grande partie des fonctions régulatoires de ce service public, eh bien, dans les avancées qui seront faites, je crois qu'il est très important, on est tous conscients de ça aujourd'hui, de prendre au sérieux la politique de modération pour pouvoir, un, s'appuyer dessus et deux, construire une réponse solide qui pourra être effective. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui caractérise cette politique de régulation? C'est que, premièrement, il a été dit, c'est une politique qui est totalement asymétrique, à la fois du point de vue des décisions qui sont prises, mais aussi au regard des moyens qui sont régionalement très différents. Et c'est une politique qui se caractérise aussi par un manque de transparence important qui rend extrêmement complexe la mission du législateur et des autorités de régulation qui souhaiteraient s'y intéresser. Donc, troisième volet de questions pour construire la prospective, eh bien, c'est de comprendre très finement le terrain et d'où le plaidoyer que Valère et moi portons en faveur de la pluridisciplinarité et de comprendre très concrètement comment nous allons pouvoir avancer de manière effective sur le terrain du droit. D'où cette conférence de ce soir où nous avons le plaisir donc de recevoir Sarah Roberts et Serena Villata. Valère, je te repasse peut-être la parole pour la présentation de notre première invitée, Sarah. Oui, je reprends la parole pour brièvement présenter Sarah Roberts, qui est professeure associée à l'Université de Californie, Los Angeles, spécialisée dans les questions notamment de gouvernance de l'Internet et des réseaux sociaux, et qui est également cofondatrice avec le docteur Safiya Noble du UCLA Center for Critical Internet Inquiry. Voilà. Donc, Sarah, tu pourras nous en parler tout à l'heure. Sarah Roberts mène des recherches notamment sur la question des travailleurs des plateformes et des modérateurs, travail auquel elle a consacré un ouvrage qui a été traduit en français, donc en anglais Behind the Screen, qui a été traduit aux éditions de la Découverte en octobre 2020 sous le titre Derrière les écrans. Et elle est notamment connue pour finalement une expression qu'on est de plus en plus nombreux à utiliser, c'est la notion de modération commerciale de contenu ou modération du contenu commercial. Je serais curieux de savoir comment on doit bien le traduire en français, on pourra en parler tout à l'heure, qui permet notamment de décrire le travail qui est mené par un certain nombre de personnes au sein des entreprises du numérique, mais aussi en dehors des entreprises du numérique, pour s'assurer que les contenus publiés sur les sites Internet respectent un certain nombre de règles et de standards, aussi bien du point de vue des droits nationaux que des standards des plateformes et peut-être du droit international. Enfin, Sarah est membre de la Fondation Carnegie et lauréate du prix Barlow Pioneer de 2018 pour les travaux qu'elle a menés justement sur la modération des contenus commerciaux. Ouais, merci Sarah, et j'en profite pour signaler que Sarah a un niveau excellent en français, même si elle s'exprimera en anglais, mais voilà, nous on va discuter en français et elle s'exprimera pour plus de fluidité en anglais. Bon, merci beaucoup Sarah d'être présente parmi nous, on sait qu'il est tôt là-bas, donc bienvenue. Merci, merci bien. C'est un plaisir de me retrouver parmi le public français. Merci. Merci. Caroline, je te laisse présenter notre deuxième invité. Oui, alors c'est pour moi un grand plaisir et un honneur puisque Serena Villata est une chère collègue et une amie. Donc quelques mots sur son parcours qui est aussi tout à fait impressionnant. Donc Serena Villata est chargée de recherche titulaire en informatique au CNRS. Elle fait partie du laboratoire I3S au sein de l'université Côte d'Azur et son domaine de recherche est l'intelligence artificielle puisqu'elle est l'auteure de plus de 150 publications scientifiques dans ce domaine. Alors, ces travaux actuels portent sur l'argumentation artificielle. Donc, son travail combine à la fois les cadres de raisonnement argumentatif et les arguments de langage naturel qui sont extraits des textes. Et il porte notamment, du point de vue des domaines d'action, sur les textes juridiques, sur les textes aussi médicaux, les débats
politique, et tout ce qui concerne évidemment les discours en ligne sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on appelle le harmful content, donc abusive language, disinformation, hate speech. Donc ce sont autant de sujets sur lesquels Serena travaille de manière scientifique, mais aussi, et c'est ça qui est très intéressant, de manière tout à fait concrète et pratique. Donc depuis juillet 2019, Serena est titulaire d'une chaire en intelligence artificielle à l'Institut interdisciplinaire d'intelligence artificielle de l'Université Côte d'Azur, donc une chaire qui porte sur l'argumentation artificielle pour l'homme. Depuis janvier 2021, elle est également la directrice scientifique adjointe de l'Institut 3IA, donc au sein de notre université. Et enfin, Serena participe aussi très activement au dialogue national, institutionnel et international aussi, il faut le dire, puisqu'elle est membre, notamment, du comité national d'éthique numérique français. Voilà pour les présentations. Nous avons construit ce séminaire sous la forme d'une discussion. Donc, nous avons un certain nombre de questions à adresser à nos deux invités. Un temps sera octroyé pour les questions du public. N'hésitez pas au fur et à mesure de la discussion à nous les transmettre afin qu'on puisse également les faire remonter à nos invités. Et dans la mesure où nous serons dans les deux langues, en français ou en anglais, libre à vous de vous exprimer dans l'une de ces deux langues. Valère, je te repasse de nouveau la parole. Merci. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet et j'ai envie de dire qu'on va poser la question qui tue. C'est peut-être la question la plus difficile de ce débat. Je l'adresse aux deux intervenantes. La question que je voudrais vous poser, c'est celle de la manière dont vous définissez la modération des contenus en ligne. Dans vos perspectives respectives, comment est-ce que vous envisagez la modération? Et peut-être une sous-question, est-ce qu'il existe selon vous une bonne modération ou en tout cas une approche de la modération vers laquelle il faudrait tendre, vers laquelle il faudrait se diriger? Alors je donne d'abord la parole à Sarah et puis peut-être ensuite à Serena pour qu'on ait des approches complémentaires. Sarah, sur la modération? Je commence à m'exprimer en anglais maintenant, d'accord? What is content moderation, and particularly commercial content moderation? Well, I think of it as a constellation of the people, practices, and politics that go into a phenomenon related to the adjudication of material uploaded to social networking platforms, adjudicating that content primarily and importantly against the internal rules set by the firms themselves, the rules of engagement on that platform. That's certainly where the practice began. And what is important to understand about that point of departure is that the practice began primarily as a function of brand management and liability mitigation for the firms themselves. In other words, it was a practice that was informed by the platform's needs to manage their own business-to-business relationships with their primary clients, who are, of course, advertisers. And that is, for me, the fundamental origin point of this phenomenon that we now are discussing seemingly constantly today. Of course, that remit has grown vastly, and now commercial content moderation of social media is used to respond to many different types of demands from many different actors. So now we're talking about at the level of the state, we're talking about maybe extra state levels, so the EU or other kinds of international regulatory bodies. We're talking about also more specifically responding to often paradoxical demands of one state versus another. So now we get into some difficulty because until recently, the status quo was simply that the firms themselves
would set rules, and it was maybe one size fits all, and it would blanket the whole world, and they would make their adjustments as they wished. But being responsive directly and particularly to specific governments, as Caroline mentioned in her intro, wasn't the case for every government. It still isn't, I would argue. And so we're now in a situation where I think it's important to also acknowledge the fact that this practice, which was first formulated because of a need, it wasn't formulated because of foresight or because of understanding that perhaps this was a key function of the social media production cycle. It was formulated in response to crisis, let's put it that way. This sort of reactive process that has been developed and the entire ecosystem around it has now grown exponentially into a behemoth. And so we have a global industry dedicated to content moderation of social media. It's a practice that blankets the globe. It is a 24/7 concern. We've already raised the issues about specificities of culture and language, so I know we'll come back to that. But of course, it puts into relief the fundamental questions of the day. Who gets to decide what rules are to be followed? Who sets those rules? Who audits to make sure that there's compliance? And of course, in my particular area of research, what are the implications operationally for the implementation of all of these policies, from the very high law and legal level all the way down to the internal, sometimes absurdly granular policies internally to a firm? What are the implications of all of those things on the workers who have to execute them? And so we go from this this almost abstract to absurdity sort of policy level, all the way down to the profound ramifications of the difficulties of this job for people working directly in production. And I think for me, that is both the present ecosystem and the set of questions on the table, as well as a little bit of a historical genesis of how we got here. As to the question of who does a great job on moderation, yeah, I will probably, I'll probably hold my thoughts on that for now. Maybe we'll come back to it. Thank you. Thank you. Merci Sarah. Et je pense que ça soulève beaucoup de questions intéressantes sur la manière dont tu as présenté la modération, en partant d'une modération qui a été commerciale et qui répondait à des impératifs plutôt de business et qui est devenu un enjeu politique. Je pense qu'on va revenir sur ce point-là, mais on va d'abord entendre le point de vue de Serena. Serena, que penses-tu quelle est ta définition? Et puis n'hésite pas aussi à rebondir sur ce qui a été dit par notre collègue Sarah. Merci. Je pense, alors je vais continuer en français, en fait c'est pareil. Je pense que la définition de Sarah est déjà très complète. Je ne vais pas, disons, ajouter beaucoup de choses. Je vais juste donner un peu un regard d'informaticien sur ces sujets. Du coup, le fait que pour moi, la modération, c'est surtout une modération algorithmique, c'est-à-dire la mise en place de certaines des politiques dont Sarah a parlé, mais d'une façon automatique. Après, je suis d'accord sur le fait que les problèmes est qu'il faut bien comprendre quelles sont ces politiques. C'est vraiment au niveau plus élevé que juste comprendre quelles sont ces politiques dans les algorithmes. Ce n'est pas que les algorithmes ils sont juste une implémentation de ces politiques qui d'ailleurs dans ces grandes plateformes sont établies. Du coup, les problèmes de la transparence, c'est tous les sujets qu'on abordera aussi aujourd'hui lors de notre discussion.
Une autre problématique que je pense qu'il faut aussi prendre en compte quand on parle de quelle est la définition de modération pour nous, d'accord? Pour moi, c'est surtout des algorithmes automatiques pour limiter la visibilité de certains contenus, pour supprimer certains autres contenus, pour augmenter aussi la visibilité de certains contenus, parce que modération, c'est dans les deux sens, c'est pas juste dans la suppression, mais aussi le fait qu'il faut clarifier qu'est-ce que nous, on entend pour, déjà pour modération, mais aussi pour les contenus. Les contenus, ce n'est pas la modération de tous les contenus. En général, qu'est-ce que nous entendons pour contenu nuisible? Qu'est-ce que nous entend, par exemple, quand on parle des discours de haine? Ça, c'est un sujet, hate speech, que je touche toujours. Mais là, les définitions des discours de haine sont très différentes. Et ils sont différentes aussi, même parmi les différentes plateformes. Et du coup, d'un côté, on a les politiques de modération et de l'autre côté, on a les types de données qu'on souhaite modérer. Et là aussi, il faut avoir une définition de quel est notre objectif, quel est notre target. Du coup, ça c'est surtout ça. Je pense que sur la deuxième question, sur les bonnes pratiques de modération, je vais suivre l'exemple de Sarah et je vais laisser ouverte la question. C'est de la trahison caractérisée. Voilà, il y a une alliance qui s'est formée pour ne pas répondre à cette question. Mais alors, cela étant, je me permets de rebondir sur un point. Vous avez mis en avant deux éléments qui me semblent être particulièrement intéressants. Le premier, c'est de rappeler que la modération ne vise pas uniquement la censure, la suppression ou la rétrogradation d'un contenu. C'est aussi un moyen de mettre un contenu en valeur. On peut modérer pour renforcer la visibilité d'un contenu. Ça, je pense que c'est un point important. On a tendance à ne pas réfléchir sur cet angle-là. Et le deuxième point, c'est que très souvent, les législateurs demandent un peu plus de transparence sur le contenu des algorithmes de modération. Alors qu'en réalité, la vraie question, c'est peut-être celle des standards ou des politiques qui sont transmis aux développeurs pour élaborer les algorithmes de modération. Donc peut-être que finalement, on se pose la mauvaise question en termes... Voilà, je ne sais pas si je résume bien votre pensée, mais j'ai quand même l'impression que vous vous accordez, en parlant de modération commerciale animée par des impératifs d'une entreprise. Voilà. Moi, c'est un peu comme ça que je le comprends. Caroline, je ne sais pas si tu souhaites rebondir ou poursuivre sur la question suivante. Ton micro n'est pas allumé, Caroline. Tu seras la première à avoir échoué. Non, je souhaitais poursuivre pour aller peut-être plus en détail sur la dimension à la fois technique et sur la réalité commerciale du terrain. Parce que chacune des deux dans votre travail, ce qui est commun et ce qui est précieux en miroir, parce qu'on a compris que vous ne travaillez pas avec exactement le même objet, c'est de comprendre la réalité concrète de la modération. Comment ça se passe? On est souvent surpris que cette question soit sous-estimée au-delà justement des grands principes qui peuvent être posés. Donc, une des questions d'ailleurs, un des éléments qui est ressorti des débats et dont on parlait à titre liminaire, c'était de se dire, on manque particulièrement de modérateurs humains, pour commencer. Donc, déjà, c'est un des arguments qui est revenu abondamment ces derniers jours. Donc, peut-être que Sarah, est-ce que tu pourrais nous donner, au travail de tes travaux et de ce que tu as fait, un aperçu de l'écosystème de la modération, des différences qui peuvent être observées entre les nord et les sud, notamment, parce que c'est une question qui revient, et de la réalité du travail des modérateurs, pour commencer. Et j'ai aussi une petite question, après j'arrête. Une petite question qui m'est venue en t'écoutant, c'est qu'on entend aussi beaucoup se développer l'idée de la modération privée. C'est-à-dire de plus en plus de gens qui, en plus de cet écosystème que tu décris, ont recours à des modérateurs privés pour pouvoir gérer leur image sur les réseaux sociaux. Donc, est-ce que ça, c'est aussi un élément de fracture par rapport à la modération et qui va contribuer à cette modération à double, voire à triple vitesse? Okay, sure. So what does the ecosystem really look like in practice? And I think that is an important point of precision, because just as you allude to by the nature of the question, we are not talking about a monolithic
presentation of one and only one type of moderation. In 2021, as we talk right now, the public imagination is most likely to focus on the call center environment, perhaps in places like India and the Philippines, but remember that that is one expression of this, this ecosystem, and it's one part of a much larger puzzle to include the things that my colleague Serena just brought up, having to do with the computational aspect, right? So now, as you can see, we're broadening this, this ecosystem, and it is immense. One of the things that I discovered early on in my research, coming as a complete outsider, because obviously no one gave me any type of access, and they were certainly disinclined not only to talk about the details of the practice, but in fact to admit that it was going on. This is back in 2010, 2011, when I began my research. One thing that I discovered through other means, such as looking at job ads that seemed to me to be some type of content moderation, or to look at solicitations from one firm to another that seemed to be offering content moderation services, was that there were many expressions of that kind of task, and there were sort of competing ways that one could achieve the goal of moderating a platform. And so at the time, one of the first insights I had as a researcher was to begin to create more precision and explanation of what that typology was. And so we had certainly a cadre of people who were working inside firms. They were possibly direct employees of the firms, possibly contractors, but they were certainly working on site. And I'm thinking here about the American context, the Silicon Valley context, to be very precise, because that matters, that these people were going to the headquarters of a major technology firm, and they were working to do content moderation down the hall, let's say, from engineers, or down the hall from policy people. They were within the ecosystem itself of the headquarters of the firm. So that was one way that the work was going on. Another way the work was going on is this idea of social media management services beginning to end. And I think, Caroline, you just invoked that idea. What about people who need brand management and of their own brand, whether it is you know, something they sell, or whether the brand is, you know, a person, an individual, a celebrity, or something like that. And so these smaller agencies, these boutique agencies, sprung up to not only manage, let's say, a company's or a brand's webpage on Facebook, maybe their Facebook landing page, not only to remove deleterious and problematic content, but also maybe, if nothing was going on, to throw some comments up there to perhaps engender discussion in a positive way. And so this kind of manipulation, again, this was a form of moderation, was going on bidirectionally. And so that's a perfect example of that. And these agencies still exist. Many of them got bought up, but some of them persist. And then, of course, we have the call center environment, which over the past decade has exploded for many reasons, including the relative low cost of labor, the ability to put geographically, organizationally, and sort of psychologically, frankly, the work at remove, because the firms that need it know it's difficult and even dangerous work, and they want to put distance, and they want to manage this pool of workers that is required for the work through a third party. We can talk about that, but that has exploded, and that has become a predominating expression of content moderation. But let's not forget, of course, our micro labor websites, Mechanical Turk, and every other flavor of that type of work as well, because content moderation goes on there too. What I found over the course of research was that because of the demand, and it was exponentially increasing always, because of the demand, the need for moderation of content, which was based on the firm's own business model that solicited as much user-generated content as possible,
many firms were using a hybrid approach where they would use maybe 3 out of 4 of those industrial organization types, maybe 4 out of 4. They would bootstrap together a solution so that they'd have in-house workers. They'd have a call center in India when California time came to an end. They'd have an agency managing high-profile clients. They'd take excess work to Mechanical Turk if they needed to. They'd be doing all of this, of course, still barely scratching the surface of the amount of content that needed to be adjudicated. And then ultimately, as computation became more sophisticated, they began to bring on computational means, which do not tend to work on their own, but tend to work in symbiosis with humans in the loop, as we say. And the final point I want to make on that before I pass the mic is to say that despite all the rhetoric that was coming from the firms themselves, typically, whether they were in front of the US Congress or whether they were in the court of public opinion in the news headlines, there was always this aspirational quality that, yes, this job is very difficult. It puts these content moderators in front of an endless queue of material that they, sometimes it's so mundane that it feels like their brains are rotting, and sometimes it's so shocking and disturbing that there's psychological implications for that work. So as this kind of practice became known and people became concerned about it, there was always this aspirational claim by the firms that, well, yes, this is status quo now, but soon we're going to be able to give this work over to computers. We'll get the humans out of the mix, and but it also somehow will be more equitable in nebulous ways that were never explained, to have computers adjudicate this, as if humans don't create the tools, but okay. And so there was always this kind of implication that would happen. But what I have seen over the past few years is that the introduction of computation is actually a logic for employing more humans. Why? Well, in part, now we have moderation before the fact in the form of humans who label data sets for machine learning algorithms, which then go and moderate content, which then have to be vetted by humans to make sure the machine learning algorithms are not completely messing up. So if anything, over this decade, we have seen an expansion of activities that we could classify as content moderation. This was an ever expanding sort of rhizome of this, of these functions. And as computation has been introduced, it has not reduced the amount of humans at all. In fact, and I'm sure we're going to hear about that, it has created new and different and interesting issues of its own. Thank you. Merci beaucoup, Sarah, parce qu'en plus, tu m'offres la transition parfaite pour les questions que j'entends poser à Serena. Ce que je retiens dans ton propos, il y a énormément de choses sur lesquelles je pense que nous allons revenir, mais c'est qu'il y a finalement une double pression qui s'exerce, une pression de la demande du marché et une pression psychologique par rapport au contenu, cette fois-ci, qui porte sur les modérateurs humains. D'où la transition aussi avec la question que je souhaitais poser à Serena concernant la modération technique. Donc, ce que je trouve intéressant dans tes travaux, Serena, c'est que tu mets en évidence et en avant l'idée que, contrairement à peut-être l'idée reçue de dire l'algorithme est dangereux, l'algorithme est biaisé, l'algorithme est aussi, et la technique est aussi une partie de la solution que l'on doit nécessairement regarder. Parce que quand on réfléchit à l'échelon de milliards de comptes en ligne, on ne peut pas se passer de cette assistance technique. Donc peut-être que les questions que nous aimerions te poser sont assez triviales, mais tout aussi essentielles. Comment s'intègre l'outil technique? Quels en sont, d'après toi, peut-être que c'est important de le rappeler, les avantages et les limites? Et puis réouvrir la question que Valère évoquait un peu plus tôt, qui est celle de la transparence, puisqu'on nous dit finalement, on a des problèmes techniques qui peuvent être résolus en partie par la modération technique, mais le tout est d'assurer une transparence qui va permettre de mettre en place
notamment des audits et une responsabilisation des acteurs. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que c'est une vision qui est partagée des deux côtés de l'Atlantique, pour le coup. J'ai lu des points de vue de doctrine au cours des 2 dernières semaines aux États-Unis où on nous dit finalement la section 230 et la doctrine de la liberté d'expression aux États-Unis n'empêchent pas, sur le modèle de ce qui se fait en matière financière, de demander des audits et des rapports sur ces questions-là aux plateformes. Et on sait très bien que c'est une partie, cette responsabilisation et toute la prise en compte du contrôle et de l'audit est intégrée à la législation européenne qui est en voie d'adoption, qui est en cours d'adoption. Donc, est-ce que tu pourrais aussi nous donner ton sentiment sur la modération technique et le contrôle de cette modération? Merci, Caroline. Alors, pour commencer, déjà, comme Sarah a abordé les sujets, je commence par les jeux de données. Alors, en général, quand on parle des modérations, on parle d'outils, des classifications automatiques. Et je parle surtout des méthodes d'apprentissage supervisé. Du coup, c'est les fameux deep learning, machine learning, avec des données annotées qui sont fournies à la machine pour que la machine puisse apprendre à faire la bonne classification, c'est-à-dire à démêler idéalement les contenus nuisibles des autres contenus. Alors, ça, ce n'est pas gratos, ça n'arrive pas gratos. Du coup, il faut avoir des données annotées, il faut avoir des données qui soient bien annotées, parce que ça ne suffit pas d'avoir des données annotées. Parce que si on souhaite que la machine apprenne quelque chose, il faut avoir des données qui sont de bonne qualité, avec des annotations de bonne qualité. Et ça, c'est compliqué pour différentes raisons. Et je n'ai même pas touché le sujet de la langue, d'accord? Pour l'instant, on parle de l'anglais, d'accord? Moi, je parle de l'anglais pour l'instant. Et après, on touchera ce sujet aussi. Mais disons, je commence avec des données et il faut recruter des annotateurs qui sont finalement aussi, pas vraiment des modérateurs, mais c'est des annotateurs, mais ils font la même tâche. Ils prennent les phrases, parce qu'on parle, surtout pour ce qui me concerne, on parle des contenus textuels, c'est-à-dire des messages. D'ailleurs, ça, ce n'est pas le seul type de contenu parce qu'il y a aussi les images, si on pense à Instagram, il y a aussi les vidéos, si on pense à TikTok, et il y a aussi de la modération des contenus qui peuvent être multimodales, c'est-à-dire prendre en compte texte, audio, vidéo, images, tout. Et là, bien sûr, c'est encore plus compliqué d'un point de vue algorithmique. Alors, on commence avec les données, on décide qu'on souhaite avoir, je ne sais pas, 2 classes, contenu à modérer, contenu qui n'est pas modéré, pour le faire simple. Et après, on peut aller plus dans les détails du contenu qui est modéré. Ça peut être du discours de haine, du hate speech, ça peut être de la désinformation, ça peut être des fake news. Et aussi, si on prend, je ne sais pas, hate speech, on peut aller vers misogynie, racisme, et ainsi de suite. Du coup, on peut vraiment aller très en détail. Et disons que pour l'instant, on considère qu'il y a 2 classes. On demande aux annotateurs de prendre phrase par phrase et de donner une étiquette. Déjà, je vous assure, ça c'est pour souligner aussi ce que Sarah a dit, sur lequel je suis complètement d'accord. En fait, lire ces contenus, c'est embêtant, d'accord? C'est pas vraiment... J'ai fait plusieurs tâches d'annotation dans ma vie, d'accord? Sur des données juridiques, sur des données médicaux, sur d'autres contenus par les réseaux sociaux, mais les données relevantes de l'hate speech, par exemple, c'est des données qui sont vraiment dérangeantes. Disons. Du coup, même cette annotation, ça touche psychologiquement aussi la personne qui est en train de faire cette annotation. Après, concernant l'algorithme, l'algorithme est entraîné pour savoir reconnaître ces deux types de textes, ces 2 classes, disons. On a plusieurs façons de les faire. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Disons qu'on a des approches basées sur les mots-clés. Mais les mots-clés, bien sûr, ça ne suffit pas parce que si on prend par exemple les insultes, ça ne suffit pas. On peut avoir du contenu qui est beaucoup plus subtil, beaucoup plus ironique, mais aussi beaucoup plus dangereux qu'un contenu juste composé d'un message d'insulte. Après, on a
tout ce qui est de la stance detection, c'est-à-dire être capable de détecter quelle est disons, les points de vue, la stance vraiment de la personne qui est en train d'écrire sur un certain sujet. Du coup, si on sait qu'un certain sujet est un sujet, je ne sais pas, par exemple, une fake news, d'accord? Regarder quelle est la stance du message par rapport à ces sujets peut nous aider à trouver automatiquement les messages qui relèvent de la désinformation aussi. Et après, bien sûr, on a de la détection, des techniques de détection aussi de l'hate speech, par exemple, de discours de haine. On a de la détection des propagandes, qui est aussi un autre type de contenu subtil, parce que la propagande n'est pas des contenus, c'est pas des contenus faux, mais c'est des phrases, des messages qui sont, je pense en français, c'est misleading. Et du coup, c'est vraiment aussi des messages qu'il faut idéalement prendre en compte et détecter. La machine, étant donné ces données qu'on lui donne, apprend à faire cette classification. Bien sûr, la machine apprend sur les données qu'on lui fournit. Les plus de données, les plus de variabilité, mais après, elle apprend sur les données. Elle ne s'invente rien. Elle n'est pas indépendante, elle n'est pas autonome, elle ne va pas décider qu'un contenu qui vous avez toujours dit qui n'est pas dangereux, il devient dangereux. Elle ne prend aucune décision toute seule, disons. Après, elle prend des décisions et elle dit si quelque chose est disons, relevant de la désinformation, par exemple, ou du discours de haine ou pas. Alors, bien sûr, d'un certain côté, comme je l'ai dit toujours, Caroline connaît mon discours, du côté sans passer à travers un peu de modération automatique, c'est difficile parce que le nombre de messages qui sont proposés passe à l'échelle. C'est juste pas possible de les traiter toutes à la main. Et il y a quand même du contenu qui est vraiment dangereux. Du coup, ça, il faut le prendre en compte. Après, les risques, juste pour je vais faire très court. La machine n'est pas... Ce que je viens de vous décrire, c'est des algorithmes. Ce n'est pas de la magie. On fait encore énormément d'erreurs. Du coup, les résultats de la machine, ça peut aider un peu à trier sur l'énorme quantité de données qu'on doit traiter, mais il faut être conscient qu'elle peut faire des erreurs. Par exemple, je prends l'exemple le plus simple, s'il y a des phrases ironiques, c'est fort probable qu'elle donne la mauvaise classification. Après, on a les problèmes des biais, qui est un problème qu'il faut toujours prendre en compte. Dès qu'on donne des données, elle va aussi apprendre certains biais. Elle va apprendre des biais par les données qui sont produites dans la société. Elle ne va pas proposer des biais. Ce n'est pas elle qui est biaisée en soi-même, ce n'est pas elle toute seule. Après, on peut voir bien sûr des biais aussi au niveau de l'algorithme, du coup au niveau de la personne qui a écrit l'algorithme, il peut avoir injecté des biais dans l'algorithme, mais c'est toujours un humain derrière les biais, en général, que ce soit derrière le contenu ou l'algorithme. Et enfin, pour l'explicabilité, alors je pense que quand on parle de transparence, il faut faire un peu attention parce que alors on parle de transparence, oui, on veut avoir de la transparence des algorithmes, oui, mais après, si la réponse est, c'était les neurones 83 qui a été activé pour faire cette classification, et c'est lui, et c'était, je ne sais pas, j'utilise une méthode d'attention, et du coup, c'est ces mots qu'il a activés. Est-ce que ça vous donne vraiment quelque chose? Est-ce que ça change vraiment? Pas beaucoup, je trouve. Du coup, finalement, les problèmes à la fin est de dire on veut de la transparence, mais pas juste des algorithmes. C'est la transparence des politiques qui sont derrière ces outils de modération, qui ont été écrits par les plateformes. Je pense que je vais conclure là. Merci beaucoup. Je vois que Sarah applaudit. Et je crois qu'on est complètement d'accord sur cette question de la transparence et qu'il faudrait vous auditionner aussi devant des commissions parlementaires ou sénatoriales. Mais ce que je retiens en tout cas des explications de Serena, c'est que l'automatisation ne signifie pas la disparition de la modération humaine,
mais que cette modération humaine tend à se précariser. C'est cette idée de digital labor sur laquelle a travaillé Sarah et puis sur laquelle a aussi travaillé Antonio Casilli, qui a d'ailleurs fait la préface de la version française de l'ouvrage de Sarah, qui a écrit un très bel ouvrage En attendant les robots, que je vous invite à lire si vous vous intéressez à ces phénomènes. Et d'ailleurs, heureusement qu'il y a des chercheurs comme Sarah et Antonio pour mettre des visages sur ces processus dont on pense qu'ils sont faits de façon automatisée. Alors justement, c'est parfait parce que Serena nous a donné un élément de transition. Une question que je vais scinder en deux. Je pense qu'il y a un aspect qui sera plutôt pour Sarah et l'autre plutôt pour Serena. C'est la question des doubles standards. On en a parlé tout à l'heure en introduction et vous m'avez aussi tendu des perches avec vos réponses. Donc, je vais vous permettre aussi de revenir sur ce terrain-là. En matière de modération, on a deux types de doubles standards, si on résume les choses. Alors, tout d'abord, je dirais le double standard en fonction de la qualité ou du statut de l'utilisateur. Voilà, donc si on a une personnalité, du show business, de la politique ou autre, la modération sera peut-être plus flexible que lorsqu'on est un simple individu ou lorsqu'on est un chercheur. Donc ça, j'aimerais bien connaître un peu peut-être le point de vue de Sarah sur les débats qui ont été menés en France et aux États-Unis sur Donald Trump évidemment, mais tellement d'autres exemples, notamment le cross-check. On savait depuis des années que ça existait le cross-check. On a l'impression qu'aujourd'hui, les institutions le découvrent, mais en réalité, on le savait depuis des années. Donc ça, c'est le premier double standard. Il peut peut-être plutôt une question pour Serena. Le double standard en matière de moyens accordés par l'entreprise du numérique selon la langue. À un moment donné, lorsque l'on apprend qu'on a 30 000 modérateurs de Facebook pour modérer les contenus publiés par plus de 3 milliards d'utilisateurs et que près de 90% de ces modérateurs travaillent sur l'anglais, et ben en gros, qu'est-ce qu'on fait du reste? Est-ce que c'est le fantastique algorithme qui fait le travail ou est-ce qu'en gros, ça veut dire qu'il n'y a pas de modération? Et voilà, je crois que sur la dimension technique et linguistique, tu auras sans doute des choses à nous apporter. Alors tout d'abord, Sarah, sur la question de double standard en fonction du statut de l'utilisateur, est-ce que tu as des réflexions sur le cross-check, la vérification croisée? Est-ce que tu es surprise et est-ce que tu as des réflexions? Well, no, I'm not surprised at all, and I don't think anyone was, because of course, the evidence is now present, but we all understand to a certain extent the social fabric of things that already provides tiered access to justice, tiered access to power, tiered access to being excused for behaviors for which others would be held accountable. That exists in society already. Now, I took issue with the renowned Vint Cerf, who is considered and considers himself one of the internet's founders, when he said the internet and social media is simply a mirror that we hold up to society. In one sense, that's true. But I would argue that rather than a mirror, perhaps the apt metaphor would be instead a magnifying glass, where we're able to actually put much greater focus and emphasis on particular aspects of that social fabric. And of course, use the magnifying glass if we want to start fires. So I don't think it's really enough to say it's simply a mirror. Of course, there is a reflection on the social order within social media, where elites of all sorts, political, within celebrity culture, we have a new class of elites called influencers or creators. So that's a new phenomenon. But you know, of course, that exists in society, but that is amplified within the ecosystem of social media. And we cannot and must not ever divorce these phenomena from, I mean, really the sort of most vulgar expression of a relationship between something like celebrity status and financial incentive, right? Those things are absolutely, of course, they are already connected in society on the whole, but in the context of social media, there is sometimes a very direct relationship between those things. And so given, you know, for example, YouTube, where creators
the more success they have with their videos, they actually receive a check. You know, I mean, it's really just direct payment. And so there are behaviors that become therefore incentivized. And there are activities that become therefore incentivized. So it's not simple enough to say there's a mirror that's being held up. I would say, in fact, some of those social divisions are exacerbated by this model. They're made even to be larger in some cases. Certainly, reach and immediacy of the ability to circulate a message is unprecedented. And so I think we must think about these contexts when we think about the standards that are applied to different classes of individuals under the logic of social media. I would also point out that there are often paradoxes internally where you have this entire apparatus of moderation designed to do a host of things that we've talked about: remove bias or attend to bias, enforce terms of service, et cetera, maybe respond to the jurisdictional demands of a particular context where there's a legal act demands a certain response be taken, and more that's becoming the case. But you know, one of the things we learned in the Facebook papers and this ongoing sort of revelatory process, some of which for insiders such as all of us, you know, it comes as no surprise that for some reason, for particularly legislators and regulators, they seem to be blown away by this information, which I think that's a whole other question and conversation in and of itself. But you know, the prime example of what I mean by this paradox is the fact that we learn that Facebook is in the business of ranking the engagement responses to posts, and you get 10 points. You know, a post or a piece of content is given 10 points in terms of internal value that will go to things like recommender systems that will then circulate the content more highly because people are engaging with it. An angry face gets 10 points. Now, what on the other end is the responsibility for the moderators to clean up a mess that is actually predicated on the engagement measurements that Facebook itself has devised. So now even inside of Facebook's own ecosystem, there are competing forces. And this makes the job of moderation Sisyphean. I mean, there is no end state to moderation. And in fact, it can feel like pushing the boulder up the hill that just rolls back down. The one thing I wanted to, one point I wanted to make before about that is that about the context for the moderation ecosystem, the human labor aspect, is that in this predominating model that we now have of call centers run by third parties that work on behalf of the major firms, these are centers that have sprung up across the world, but it's not coincidental in terms of their placement. So, for example, you have the United States and North America in general to encompass Canada, which of course, poor Canada always has to deal with the US in these contexts. But anyway, they're encompassed to a certain extent with the North American market. And of course, talking about markets and economies is a way more accurate way to envision the world in the mindset and logic of the social media firms rather than country by country. And so what has this moderation system reinforced? It has reinforced long-standing relationships, inequitable relationships between parts of the world. So we have North America outsourcing its content moderation needs primarily to where? To the Philippines. That's not coincidental, it's not incidental. The Philippines was under American colonial domination for a century. Prior to that, it was under Spanish rule. And so, you know, certainly I don't think it's arguable to say it is under American economic domination and hegemonic cultural domination. And so therefore it is possible for
the Philippines to reasonably say to a North American market, we can provide you workers who understand American colloquial English and the cultural context of the United States. But of course, that's not the same as really having insiders, right? They are still at remove, and that's still a challenge. In the French context, we know that the work goes where? I had a French student in a class once where I was giving a lecture, and she immediately raised her hand and said, North Africa, right? North Africa, Madagascar, places where there's, I don't need to go into the history in this audience. Okay, so, you know, we're seeing these like colonial relationships being picked up and capitalized on in this way, but asking people who are outside context to make sophisticated decisions, especially around some of these things that require the implementation of double standards, is very hard. I will say that when it comes to celebrities or when it comes to politicians or other kinds of, you know, let's call it hot potato situations, those situations usually do not find their way to a rank and file content moderator in a call center. Those, as we know, are cordoned off and handed to specialists, right? And so the social order is reinscribed within the firms and within the treatment. And of course, it is, as I said, once again, the most vulgar demonstration, but certainly not far off from what we have in society, at least, you know, in my American context, of double standards in the judicial system and double standards in the education system and so on and so on. And so it's easy to be cynical about this, right? But the last word I'll say on this is also a place, in my opinion, where firms can actually exercise some market differentiation. What do I mean by that? I mean that firms can make decisions independent of other firms that change the nature of how they are seen by the public, and can actually change the you know, the terms of engagement in a larger context. And the best example I would give of that is the removal of Donald Trump from Twitter after his seditious behavior on January 6th and encouraging what was a coup attempt, right? I mean, let's just be honest. So Twitter took a stance that no one else was willing to take. It was quickly followed. But in that way, it did something different. And this is, you know, this is now a site where firms can start to separate out and appeal to different audiences, right, on the basis of how they moderate their content. The most extreme examples of that are far-right platforms that have popped up like mushrooms that claim that they are their fundamental ideological disposition to moderation is to have none, which of course is preposterous, if for no other reason than there are absolute legal standards that are international to do a baseline type of moderation for certain types of content, certainly child sexual exploitation material, if no other. So anybody who wants to be in a financially positive, you know, in the black, as they say, situation with a company is going to have some form of moderation. And do I see a double standard going away anytime soon? Probably when we solve that in general in society. Unless it's made illegal somehow, but you know, they'll get around it. Thank you, Sarah. Et je crois qu'Irina a ajouté, je partage complètement ces vues, mais aussi la différenciation entre les réseaux sociaux. On est sur la modération des contenus sur les réseaux sociaux, mais il faut garder à l'esprit que YouTube a suspendu le compte de Donald Trump le 13 janvier, que Twitter a été le premier à adopter des règles en matière d'interdiction des publicités politiques, et que voilà, il n'y a pas forcément les réseaux sociaux ne sont pas un groupe homogène ayant les mêmes impératifs commerciaux. Serena, je te donne la parole sur ces questions-là et puis évidemment sur celles qui sont relatives à la langue. Merci Valère. Oui, je peux rebondir surtout sur la partie, disons, technique, informatique. Alors, la langue, c'est un autre souci qui est souvent sous-estimé. Du coup, on parle souvent de modération de contenu, on parle des détections de la haine en ligne,
mais dans quelle langue? Parce que bien sûr, si on parle des messages, on les traite, mais il faut avoir vraiment un traitement qui est pour chaque langue. On a quelques modèles qui peuvent traiter plusieurs langues, mais pas sur des tâches si difficiles comme la détection du discours de haine, par exemple, ou la détection de la désinformation, ou la détection de la propagande. Du coup, il faut avoir des jeux de données annotés, comme je disais avant. Mais les jeux de données annotés, déjà, c'est des jeux de données annotés qui sont mis à disposition par normalement des chercheurs qui font ce qu'on appelle des challenges, c'est-à-dire des défis sur certaines tâches. Et du coup, ils font tout un jeu de données qui est créé explicitement pour la tâche et qui est mis à disposition des chercheurs. Bien sûr, aucun jeu de données a été livré sur ces sujets par les réseaux sociaux. Par contre, c'est sûr qu'ils ont des données annoter. Ça, c'est clair et certain. C'est-à-dire aussi que les algorithmes qui sont développés dans les milieux académiques, disons, je ne veux pas dire non pas la mesure de s'améliorer, mais disons, ils ont un peu à noter et à travailler sur les données parce que c'est la seule, franchement, on ne les a pas, disons. Du coup, ça, c'est la première problématique. La deuxième problématique est vraiment la langue. Du coup, la plupart des jeux de données sont en anglais, la grande plupart. Si on souhaite travailler, par exemple, sur la détection du discours de haine en français, que je suis à connaissance, il n'y a qu'un jeu de données qui a été créé très récemment, d'accord? Nous, on est en train de travailler sur un deuxième. Mais ce n'est pas évident d'avoir ces jeux de données. Du coup, déjà, la notation, disons, c'est même une tâche plus loin, parce que pour avoir les jeux de données, ça signifie qu'il faut collecter les données. Mais bien sûr, on n'a pas accès aux données, d'accord? Du coup, on a des API pour accéder à certaines parties des données des Twitter, par exemple. Par exemple, pour tout ce qui concerne les données Instagram, Facebook, ainsi de suite, on n'a pas accès, parce que bien sûr, il y a toutes les problématiques de la vie privée, heureusement, mais c'est vrai que ça limite beaucoup. Et du coup, il y a d'un côté la problématique de la langue, du coup, le fait que vraiment certaines langues sont beaucoup plus sous-traitées pour la modération des contenus que d'autres, notamment l'anglais, il a presque toute l'attention, d'accord? Et de l'autre côté, il y a aussi le fait que nous, on risque d'être biaisés par les réseaux sociaux sur lesquels on se concentre. C'est-à-dire, la plupart des données, par exemple, en détection du discours de haine, viennent de Twitter, d'accord? Du coup, Twitter, la façon d'écrire les messages sur Twitter, c'est aussi différente de celle sur Facebook, par exemple, ou de celle sur Instagram. Du coup, l'algorithme va apprendre déjà, bien sûr, sur la notation, mais aussi il va apprendre la façon de formuler les messages qui est spécifique de Twitter. Et du coup, si après on utilise les mêmes algorithmes sur les données de Facebook, mais souvent, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher très bien. Et du coup, on a d'un côté la langue et de l'autre côté aussi la spécificité des données selon la plateforme où nous, on a extrait les données. Et après, il y a aussi une autre chose, mais là, on va vraiment dans un champ encore plus compliqué, qui est le fait qu'il y a vraiment des cultures différentes. Et du coup, ce n'est pas juste la langue. La langue, c'est un problème des surfaces, disons, qu'encore on peut essayer techniquement de traiter avec ces nouveaux language models. Et du coup, là, on peut avoir une façon de faire. Mais après, il y a toute la subtilité de la culture. Déjà, si on veut relever l'ironie ou si on veut relever certains types de messages qui peuvent être vraiment lourds et dangereux, mais là, il faut avoir la culture pour les comprendre. Et ça manque. Ça manque beaucoup, cette attention à ces subtilités. Merci beaucoup, Serena. Et alors, je vois que le temps avance. Donc, une toute dernière question qui va
nous emmener à nouveau peut-être, ou enfin, je ne sais pas comment il faut voir la chose, mais sur le terrain juridique, parce que forcément, on se pose la question de la suite et on se pose inévitablement la question des prochaines étapes, de l'opportunité d'encadrer et la manière dont on peut procéder. On sait qu'un des obstacles majeurs, outre la puissance acquise par ces plateformes, c'est des conceptions très très différentes de la liberté d'expression aux États-Unis et en France qui font obstacle à l'adoption d'une approche qui serait commune. Il y a des mesures en ce moment, j'aimerais souligner à cet égard deux actualités que j'ai trouvées particulièrement intéressantes et emblématiques de cette double démarche. D'un côté, on voit l'idée de penser la modération comme la régulation d'un grand marché de l'information avec une main invisible du marché qui permettrait de réguler les discours au travers d'une action très pragmatique de par aux États-Unis qui a consisté à élargir très largement le mandat et les moyens de la Federal Trade Commission pour pouvoir lui permettre d'assurer une protection du consommateur et de lutter contre les biais algorithmiques. Encore hier, on annonçait la nomination après Meredith Whittaker, celle d'Alvaro Bedoya, qui a énormément travaillé en matière de technologie et de lutte contre les biais et les discriminations, comme un signe fort de l'action américaine qui est prise en la matière. De l'autre côté de l'Atlantique, une étude récente est parue, qui a été publiée par Twitter elle-même, qui montre, on peut souligner en quelque sorte que c'est un travail qui est assez courageux, que les contenus extrêmes, en particulier les contenus de droite, sont systématiquement mis en avant par l'algorithme de Twitter en Europe, à l'exception d'un État qui est l'Allemagne. Et ce qui est intéressant au travers des résultats de cette enquête, c'est que l'Allemagne se distingue par l'adoption de mesures législatives qui étaient fortes, qu'on a essayé de suivre en France, mais on s'est pris un peu les pieds dans le tapis au travers de la loi Avia et qui inspire dans une certaine mesure les législations européennes en cours. Donc on voit bien qu'il y a deux partis pris. Moi, j'aimerais vous interroger toutes les deux, à la fois au regard de vos compétences, mais aussi de vos nationalités, entre guillemets, la vue américaine et la vue européenne sur ces positions. Sarah, comment tu vois, à l'aune de ta double identité de chercheuse et d'américaine, la contrainte étatique qui pourrait être portée sur la législation, et est-ce qu'une responsabilisation des acteurs du numérique, et en particulier des plateformes, est totalement contraire à votre doctrine de la liberté d'expression? Et Serena, quels sont les jalons que l'on peut poser du point de vue de la norme pour qu'il y ait pour une uniformisation du contrôle technique qui serait enfin efficace dans ce qu'on peut faire? Et est-ce que pour toi, les perspectives offertes par le Digital Services Act vont dans le bon sens? Donc voilà, des questions larges sur lesquelles j'aimerais avoir votre sentiment au regard de vos identités multiples. Well, Caroline, that is now 30 years of French people asking me to explain American ideology. I've been doing that for a long time. I do my best, but I will respond with the caveat that I don't think my views represent the majority view from the firms and the majority view from the kind of ruling elite that govern the US right now. So somewhere in between, I can talk about these issues. I think it's important to understand, and you brought this up with your mention of the Federal Trade Commission, that there is great dissent within the United States, even within the United States government, about approaches, about appropriate intervention, and about really the framing, as we said earlier, the framing of the problems themselves, right? So that it is possible to have an FTC that is being stacked, let's say, with advocates for
if depending on your point of view, advocates for the public good. That would tend to be my point of view. Or at the same time that you have the greatest source of irritation for me at the moment, which is Silicon Valley working behind closed doors with government officials to write in effectively versions of Section 230 into the most anti-democratic apparatus that you can, which is called an international trade agreement or trade treaty. So you have paradoxical activity going on within the United States at the highest level about what the approach should be around Silicon Valley in the absence, therefore, of I guess what I would call a consensus. Silicon Valley and the firms themselves, still dictate to a large extent the terms of engagement, all the way from self-definition by telling us they're tech firms, for example, and not media companies, which I might argue they are, which certainly other media companies like Disney argues that they are, because they feel that they have a distinct market advantage by being able to carve themselves out of the space of media companies, which would engender a great deal of regulatory demand, right? So they get to call themselves tech companies. Why are they tech companies? I don't know. They tell us they are, right? Okay, that's great. I'm a supermodel. Why? I told you I am. You see, like it's ridiculous. They've been in that game of self-definition for 15 years. So, in terms of this idea of self-expression, I'm not a lawyer. I'm not trained as a lawyer. Some of my best friends are lawyers, and I spend a lot of time in rooms with legal scholars, which isn't necessarily the same thing as a lawyer, but they usually have a JD, right? And these people who tend to gravitate towards internet governance issues in the United States, frankly, are of a particular type. There is sort of a First Amendment first, Section 230 at all costs philosophy among these legal scholars, of course, many of whom have very close relationships with Silicon Valley because their positions are favorable to Silicon Valley. And that's just a fact. I don't mean to make a cast aspersions. I'm just articulating the playing field. And so you have something like American conceptions of freedom of expression as enshrined in the First Amendment of the US Constitution, which, as far as last I checked, covers the United States, right? Is pertinent in the United States, not globally. Other countries like Canada, where I used to live, have a different interpretation of a principle like that, and they resent, again, the American influence. Many places in the world have a standard much lower, and that's a problem, right? So you could argue it both ways, but the point is what we have, regardless of your position on something like the First Amendment, which, by the way, is not actually even applicable in the case of private enterprise. That is about a relationship to the government, and not about what private entities do necessarily. So now we have the problem of the masquerading as sort of public, quasi-public institutions, which is a whole other discussion. But you have this sort of, let's just call it an orientation to this principle that then is, some would argue, replicated in Section 230, which, mind you, has nothing to do with individuals. It has to do with providing indemnity to platforms, or not even platforms, to what were called internet service providers or internet intermediaries, which was a nebulous term 25 years ago, right? And is now a very different thing. And so now you have this confusion where you've got the First Amendment of the Constitution, Section 230 of the Communications Decency Act, somehow now deeply intertwined. And again, how that Section 230 came into being, of course, was influenced by the First Amendment, but they're not the same. And then you have this other
issue of this now being blanketed around the globe with no assent, no opt-in really from other places in the world. And that's a problem to me, that the exportation of American jurisprudence and ways of seeing the world get wrapped up in the technical. They get wrapped up in the what is built architecturally. They get wrapped up in policy, and they get wrapped up in practice. And so who signed on to that, right? I mean, there isn't even agreement within the United States about what those principles are or if they're good or bad for society. And specifically, I'm talking about Section 230. So I find it interesting that just when Section 230 has become fodder for debate in the public sphere, that you hear about it in Congress for the first time, that, you know, the CEOs of these firms are put in front of Congress to discuss, should there be changes? Trump notoriously wanted to throw out Section 230. You know, that's scary. I find it interesting that just as that happens, I discover that over here, under the cloak of secrecy, Google and others are engaging in writing into these trade agreements with other, you know, either international consortia or directly with other countries, Section 230-like language. And so they're enshrining it in other ways, even if it gets damaged within the United States. And that, to me, is a problem. So that's, and I'm going to share with you here, I wrote a piece about it if you're interested in more about that strain of argumentation. It's really short, you know, just in case you want to hear more. But that's kind of where I see the internal politics of the United States, never mind, you know, at the nation state level or at the US versus EU or at US and everybody else. Because as an American, here's where my Americanness comes out. As an American, I'm not necessarily confident that turning over the keys to government is a great idea either, per se. Who's in charge? Do we want Jair Bolsonaro to have the decision-making power? Do we want Trump? Do we want Biden? Do we want, you know, a variety of French people that I won't even mention? So these are the questions. I don't have the answer, but luckily I'm not a lawyer, so I don't have to. Thank you. Merci beaucoup, Sarah. Et je pense que c'est une position qui est éminemment courageuse et qui demande, je crois, ici, même sur ce point-là, de la technique juridique et des compromis, parce que souvent, aux États-Unis, il y a une politisation immédiate de l'État qui, à mon sens, peut être, dans une certaine mesure, mais ça demanderait un autre panel, hein, c'est notre rendez-vous pour la prochaine fois, également surmontée par simplement une discussion et un engagement sur les institutions, sur ce qu'est une institution et qui la représente. Parce que ce que tu nous dis, c'est finalement, on peut avoir au pouvoir des gens qui sont dangereux, et si on met entre leurs mains des pouvoirs de régulation, on risque de mettre in fine et en miroir en danger nos démocraties. Et c'est vrai que c'est important de rappeler qu'on parle en tant que Français et si demain on était Brésilien, est-ce qu'on aurait le même discours? Assurément non. Mais je crois que pour autant, l'entre-deux entre nous que j'entrevois, c'est la représentation du pluralisme. Et de ce point de vue-là, on a quand même un certain nombre on commence à avoir un peu de recul dans d'autres domaines où, certes, c'est pas idéal, mais où on a réussi pas à pas à avancer sur ces questions à l'échelon international. Et là, je tends la perche à Valère, ou à l'échelon global au travers d'institutions comme l'ICANN, qui sont, encore une fois, loin d'être parfaites, mais qui ont permis de mettre tout le monde, oui, loin d'être parfaites, je suis d'accord, mais qui ont permis de mettre tout le monde autour de la table pour avoir une conclusion positive. Alors, sans transition, je passe la parole à Serena pour qu'elle nous fasse part aussi de son sentiment sur cette ultime question. Alors, c'est une question très compliquée à répondre. Alors, déjà, tu parlais d'audit. Alors, comment les mettre en place réellement? Voilà, c'est très, très compliqué parce que, comme je disais avant,
Il ne s'agit pas uniquement de savoir comment l'algorithme marche en soi-même, lui-même, mais plutôt de connaître quelles sont les politiques qui sont derrière les décisions prises par l'algorithme. Parce que c'est ces politiques qui sont encodées dans l'algorithme. Et du coup, quelles sont les politiques de modération des plateformes qui ont été mises en place dans ces algorithmes. Du coup, ce n'est pas uniquement de savoir comment l'algorithme dans les réseaux de neurones a pris la décision, mais pourquoi on lui a dit de prendre la décision de telle façon. Du coup, d'un côté, avoir accès, je pense, aux données utilisées pour l'entraînement, c'est important parce que ça joue une partie fondamentale dans le résultat, dans la prise de décision de la machine. Et de l'autre côté, savoir quelles sont les règles, les politiques qui ont été mises en place et qui sont implémentées en dur dans l'algorithme. Et là, alors, bien sûr, je pense qu'il faut avoir quelque sorte de régulation des réseaux sociaux. Sur ça, je suis totalement d'accord. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, comme ce n'est pas mon sujet. Mais je pense aussi que, d'un côté, il faut avoir la régulation des plateformes. De l'autre côté, il faut aussi penser qu'il faut viser à, disons, éduquer les utilisateurs. C'est-à-dire, tout ça, l'impact des outils de modération, des algorithmes de modération, mais aussi des politiques de modération, même quand ils sont mis en place par des humains, impactent fortement la société. Comme ces réseaux, ils sont partout. Ils sont utilisés par des personnes qui ont des âges très différents. Du coup, ça vaut pour l'adolescent comme pour quelqu'un qui est âgé. Et du coup, là, comme ça répandit sur la société, je pense que c'est important aussi d'essayer d'éduquer vraiment les utilisateurs, de leur donner les informations qui sont, leur expliquer qu'est-ce qui se passe, leur dire que les contenus sont modérés, comment sont modérés, pour ce que nous, on connaît, d'accord? Pas rentrer dans les détails de la modération trop automatique ou à la main, mais expliquer que ces types de politiques de modération sont mis en place et du coup qu'ils aillent un regard peut-être un peu moins naïf par rapport aux données qu'ils reçoivent et qu'ils voient dans leur flux d'informations sur, je ne sais pas, Twitter ou autre, pour qu'ils soient conscients que ce n'est pas naturel. Serena, je me permets de t'interrompre juste pour te poser, parce que c'est passionnant ce que tu nous dis, mais et justement, donc du coup, est-ce que l'on peut faire porter la responsabilité sur les utilisateurs et quid de la rationalité humaine, puisque on voit aussi le succès de ces contenus qui n'est pas simplement lié aux bulles de filtre, mais qui est aussi dû à une certaine réceptivité à ces contenus dans un contexte social bien particulier. Donc, est-ce que ça peut suffire que de faire porter la responsabilité sur les utilisateurs dans ce contexte-là, même si je suis convaincue aussi de l'importance de la formation, surtout pour les jeunes? Non, alors, je ne parlais pas de leur donner la responsabilité. J'ai parlé de les éduquer. C'est différent. Je ne veux pas dire qu'il faut dire, bon, c'est l'utilisateur qui est responsable, et du coup, s'il va relayer, je ne sais pas, une mauvaise information, ben, c'est sa faute. Non, je ne dis pas ça. Mais je dis que de même côté, il faut qu'il sache qu'il y a quelque chose de caché derrière qui n'est pas évident et que les contenus qui lui arrivent devant, ce n'est pas juste les contenus que les autres utilisateurs naïvement ont postés, mais qu'il y a quand même une modération, une manipulation, d'accord, de ces informations qui lui sont conviées. Et ça, c'est différent. Et là, peut-être, il va les prendre différemment. Il va peut-être réfléchir plus avant de relayer une certaine information, quand il s'agit, par exemple, de la désinformation ou d'informations qui ne sont pas complètement assurées. Et en général, il va réfléchir aussi, je pense, avec plus de conscience quand quelque chose comme la suppression d'un compte d'un politicien est publié sur la presse partout et semble un peu arriver de jour au lendemain et ça peut être un peu surprenant.
Par contre, les politiques de modération sont toujours là et parfois sont très subtiles, très cachées. Et je pense qu'il faut mettre l'utilisateur au courant de cela. C'est une autre forme de transparence, en tout cas celle dont on parle peut-être pas suffisamment. Merci, c'est extrêmement éclairant. Alors, je vois qu'on a dépassé de quelques minutes le temps qui était accordé. Serena, Sarah, est-ce que vous nous accordez peut-être 4 ou 5 minutes juste pour voir si une ou deux personnes veulent poser une question, comme on avait promis? Alors, je vois notamment une question de Célia Zolinski, alors, qui est je vais la lire, ça ira peut-être plus vite. Merci pour ces échanges très intéressants. Peut-on imposer une obligation de pluralisme aux opérateurs des réseaux sociaux dès lors qu'ils ne tombent pas sous la qualification de médias? L'obligation de transparence, comme évoqué, est-elle déjà une solution? Peut-on conférer un droit au pluralisme à l'utilisateur en lui conférant un droit au paramétrage qui pourrait être promu dans le cadre des réformes discutées au sein de l'Union européenne actuellement? Voilà, ça fait écho aux discussions dont on parlait tout à l'heure, aux discussions qu'on menait en début de débat, de conférence, notamment sur les protocoles qui est développé par Twitter. Est-ce que vous avez un point de vue là-dessus? Peut-être Serena, comme tu avais déjà la parole, est-ce que tu as un point de vue? Et puis ensuite, Sarah? Serena, ton micro n'est pas allumé. Désolée. Alors, je reprends la question de Célia, surtout par rapport au droit au paramétrage. Là, c'est un peu sur ce que j'étais en train de dire, du coup, donner vraiment à l'utilisateur une sorte déjà des consciences de ce qui est mis en place et lui donner aussi plus de pouvoir pour paramétrer les types de modération qui est mis en place par rapport au flux d'informations à lesquels ils accèdent. Après, toute la partie juridique de la question, je la laisse aux juristes. Attention, rappelons que Sarah n'est pas juriste, même si on a tendance à le penser. Non, c'est vous deux surtout, Caroline et Valère. Nous, on anime et puis voilà, on a trop dépassé. Mais est-ce que Sarah, sur cette question du pluralisme, est-ce que tu as un point de vue sur le paramétrage ou la décentralisation? Yes, I think that's a very insightful question because, of course, it gets at the fact that this is a problem. This problem space that we have discussed today does not improve through one solution or one approach only. And what I often say about content moderation is that by the time content moderation is occurring, we are already well after the problem has occurred, right? So content moderation, particularly the reactive content moderation of humans, but to a certain extent, the proactive moderation of computational tools is still working on material that has already been created, uploaded, and attempted to be circulated. And so we're always on the consumption side. Thinking about this question puts us more in this, it does two things. First of all, it's thinking about how to empower the user, which I also think Serena in her comments about education ultimately is about empowerment for users, which has completely disappeared in these high-level conversations to a certain extent. And I think the idea both of decentralization is one key aspect to that process. I also think greater transparency, but not transparency for transparency's sake, as we've discussed, but explainability and ability to control and interact with the mechanisms that create a user's environment in their social media platform of choice is also a part of this. In other words, even if one is never able to remove all the hate speech from Twitter, which of course we know is never going to happen, if as a user you have greater control of sort of your tolerance for that kind of material, or you have a greater ability and greater sophistication to sort of design your own experience within Twitter, maybe you don't confront that material as much, you're not in a position to need to report it as much, and it doesn't get as much oxygen, right? So part of putting out the fire is to remove the oxygen from the equation, right? From that chemical reaction.
And so I think, you know, and that's a bad example. That's a bad example. It's just not very sophisticated. But think about all the ways in which decentralization and greater user agency, let's call it user agency to cover all of these ideas, could impact powerfully the consumption side or the cleanup side, which is the content moderation side. Of course, there's the question of the business model of social media as well, but that's another conversation, but I appreciate that question. Oui, et peut-être aussi ajouter une chose dans le même sens, c'est qu'on voit bien au travers de cette question et au travers des réponses qui ont été formulées, la nécessité de penser à un double échelon, celui des principes et celui de la concrétude des mesures, qui reflètent finalement assez bien les deux approches. Et peut-être que c'est la note d'optimisme qui fera partie de la conclusion, c'est qu'au-delà de tout ce qui nous oppose, on est aussi très complémentaires. Et je crois que c'est dans cette ligne-là aussi qu'il faut qu'on investisse pour envisager demain un mieux, parce qu'on en est quand même là, de se dire, de voir que ça fait beaucoup de dégâts, mais qu'il faut garder la tête froide et qu'on a aussi des solutions. Et je crois que ce sera le mot de la fin. 19h42, je sais que pour Sarah, c'est le début de la journée, pour Serena, c'est la fin de la journée et peut-être très certainement l'heure du repas. Caroline, je vais dire très brièvement, je remercie en nos noms, et puis si tu pourrais évidemment rebondir, remercier vraiment très sincèrement et chaleureusement nos deux intervenantes. C'est assez agréable d'avoir pris le temps de discuter toutes ces questions, alors qu'en ce moment, on a un flux ininterrompu d'informations sur la question de la modération des réseaux sociaux, le business model et autres, d'avoir le temps de s'asseoir virtuellement et d'en discuter, ça donne beaucoup de perspectives pour le futur. Et évidemment, je tiens à vous remercier pour toutes ces perspectives qui nous permettent aussi de réfléchir et qui, d'une certaine manière, nous démontrent que le titre était bien choisi, parce que finalement, regard croisé entre la France et les États-Unis, on a trouvé beaucoup plus de terrain de consensus qu'on ne le pensait peut-être au moment où on a envisagé l'organisation de cette conférence. Cela étant, comme nous l'a dit Sarah, elle correspond pas forcément à l'opinion majoritaire, mais c'est quand même intéressant de savoir qu'on a des passerelles intellectuelles, en tout cas sur ces questions-là. Donc merci beaucoup Serena, merci beaucoup Sarah, et puis évidemment j'invite les personnes qui nous ont suivis, alors, soit en direct, soit qui nous suivront sur YouTube dans quelques jours, hein. Promis, il n'y aura pas de rabbit hole, à découvrir vos travaux pour en savoir un peu plus sur toutes ces questions que nous avons abordées. Caroline, est-ce que tu souhaites ajouter un mot de la fin ? Non, un grand merci aussi à nos deux invités, aux spectateurs qui ont participé à nos débats, en particulier à Céla Zolinski, et de se dire que finalement, quand on est sur un terrain progressiste, il y a des voies de consensus. Donc, il faut espérer que cette voie-là, elle continue à porter et à faire avancer les débats en pesant sur et nos opinions publiques et nos politiques. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée. Merci Serena, merci Sarah. Merci. À bientôt. Au revoir.